Bonjour à tous et plus particulièrement aux amateurs de 4X puisque nous voilà devant un 4X de science-fiction spatiale avec Galactic Era, donc un jeu dans lequel nous allons explorer la galaxie, poser des populations sur différentes planètes pour en exploiter les ressources et combattre éventuellement les autres joueurs. En fait, éventuellement, ça arrivera de toute manière. Il y aura de la confrontation. Donc, pour tout joueur qui aime bien ça, Galactic Era va vous offrir tout ce que peut vous offrir un 4X. Alors, dans Galactic Era, nous allons donc construire une galaxie avec ces différents hexagones et qui sont recto-verso. Donc, vous avez quand même pas mal de variations. Alors, en fait, on en met un central et puis après, on va en mettre un pour chaque joueur. Alors, on les met de façon à écarter à peu près les joueurs correctement. Donc, quand on joue à 3 joueurs, on fait ce que je suis en train de vous faire comme ceci. Et puis, si on rajoute des joueurs, ben, on rajoute au milieu, ici. Donc, vous vous doutez bien que si on joue à 6 joueurs, parce que le jeu se joue jusqu'à 6 joueurs, et ben toutes les tuiles comme ça vont se toucher. Alors on va se promener comme ça de zone en zone. Mais entre ces zones-là, quand il y a un trou comme ça, en fait, on va pouvoir y passer, comme vous allez le voir dans un instant. En tout cas, on place le plateau comme ça, là je vous l'installe pour 3 joueurs. En sachant que le jeu se joue donc de 1 à 6 joueurs, il y a un mode solo qui existe, et un mode de 2 joueurs, alors qui est le mode classique, mais avec quelques petites adaptations de règles pour pouvoir jouer encore une fois à 2 joueurs. Donc chaque joueur va commencer comme ça sur une grosse tuile avec un monde natal, représenté par ça qu'on pose sur la planète qui est au centre de la tuile, et puis on va aussi avoir des vaisseaux qu'on va pouvoir, encore une fois, envoyer en exploration, et puis aussi pour prendre les autres planètes, comme vous allez le voir, et quand on prend une autre planète, on va pouvoir poser des populations dessus, comme je suis en train de vous le faire là, par exemple. Voilà, je pose une population sur une planète. Les planètes, c'est simple, elles sont écrites avec un nom juste en dessous. En fait, ce sont des étoiles dans la règle du jeu. Bon, enfin bon, ce sont des systèmes planétaires. Donc, notre monde de départ, on va explorer, puis prendre en possession de mondes, de planètes en y posant des populations. Il faut savoir que les populations, en fait, on en a plein. Donc, on va pouvoir les superposer comme ça et faire des mondes de plus en plus peuplés en faisant comme ceci. On va donc encore une fois exploiter les ressources et puis nos flottes vont finir par rencontrer les autres. Vous, vous doutez bien qu'au milieu, s'il y a des chances que ça arrive, et on va combattre. Alors, une partie de Galactic Era va se dérouler en 8 manches, et dans chaque manche, nous allons avoir 4 phases, et chaque joueur va réaliser sa phase à tour de rôle, et on tourne comme ça. Alors, pour le marquer, en fait, vous avez un plateau comme ça. Alors, évidemment, ce qu'il y a autour, c'est une piste de points de victoire, et puis ici, là, vous avez les manches qui seront marquées avec ce pion, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce n'est pas pour rien que vous avez 2 couleurs différentes, parce que ici, c'est une ère de la lumière, ici, c'est une ère de l'obscurité, des ténèbres, et ici, à nouveau, une ère de la lumière. Je pense que celui qui a fait le jeu a lu Fondation d'Asimov, ça ne m'étonnerait pas. Donc, on a ce plateau pour gérer un petit peu la partie, son déroulement qu'on met sur le côté. Mais ce n'est pas tout, il n'est pas totalement plein. Et là, je vais directement venir au moment où je vous explique comment on fait un peu des points de victoire dans ce jeu. Autant vous le dire tout de suite. Alors tout d'abord, vous avez des objectifs communs, peu importe que vous ne compreniez pas ce qui est écrit dessus. Donc ce sont des objectifs communs, il y en a tout un tas, et on n'utilise qu'un à chaque partie. Et donc chaque joueur va essayer de le faire, et ma foi, si vous le faites, vous marquez les points de victoire qui est écrit dessus. Vous, vous doutez bien que c'est beaucoup de points de victoire pour le jeu. Ici et là, vous allez avoir 2 autres conditions pour faire des points de victoire qui sont assez simples au final. C'est d'avoir un maximum de population sur le plateau, c'est-à-dire d'avoir colonisé un maximum de planètes et avoir mis un maximum de monde dessus, ça paraît assez logique, mais aussi d'avoir des majorités par tuile, grande tuile, là par plateau, en vaisseau. Donc plus vous êtes présent dans la galaxie, que ce soit en population ou en vaisseau, plus vous marquerez de points grâce à ces 2 petites choses-là. Ça reste assez logique. Plus donc cette grande tuile ici qui vous donnera une condition pour gagner des points de victoire en fin de partie. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi une frise que nous allons placer sur ce plateau. Une frise, alors en fait il y en a 4 comme ceci. On en tire une au hasard. Alors vous voyez, il y a de l'allemand parce qu'en fait c'est recto verso, le jeu est en anglais et en allemand. Donc on va en tirer une au hasard que l'on va poser ici. Bon, je vous prends n'importe laquelle. Et ça nous donne encore des points de victoire fin de partie. Alors comment? Tout simplement, lorsque l'on est dans ces 2 premières manches-là, on a, hop, je vais vous le remettre un petit peu ici, lorsqu'on est dans les 2 premières manches, on a ces conditions-là qui donnent des points de victoire. Ces petits symboles, ces points de victoire. Donc si je fais ça, au cours des 2 premières manches, j'aurai à chaque fois que je le fais un point de victoire. Sur les 4 manches d'obscurité, on a tout ça qui score, alors ça en négatif en l'occurrence, donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter de faire. Tout ça qui score, donc à chaque fois au cours des 4 manches suivantes où l'on fait ces actions-là, paf, 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 on va marquer des points. Et enfin, vous avez bien compris, ces 2 actions-là sont réservées pour la fin. Alors ça c'est bien parce que en fonction de la frise que vous aurez, ça va orienter
orienter votre partie, une partie plus agressive, une partie plus dans la construction, etc. Donc on peut tout à fait le faire au hasard, comme en première partie, ou bien choisir, avec les autres joueurs, le type de partie que l'on veut avoir, une partie agressive, une partie plus douce, plus calme, etc. etc. Et puis bon, c'est assez bien fait, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, les choses qui sont là sont des choses qu'on va avoir intérêt à faire dans ces différentes phases du jeu. Et ici, par exemple, bon, même si vous ne comprenez pas ce que c'est ce symbole, et ça score fort, en fait, c'est quelque chose qu'on peut scorer que en fin de partie, vers la fin de la partie, quand on aura eu le temps de le construire correctement. Donc ces différentes choses-là sont très bien faites et suivent un déroulement et un développement de la partie normale. En tout cas, ça rapporte encore des points de victoire. Et ça, c'est à la fin de chaque manche. Donc on va avoir des points de victoire à la fin de chaque manche avec des conditions qui sont variables d'une partie à l'autre, des conditions de fin de partie, une ici, commune, il y en a plein, ça changera à chaque partie. Ici, en gros, plus on est dans la galaxie, mieux c'est, que ce soit avec des vaisseaux ou des populations. Et enfin, on a des cartes objectifs, qui sont les cartes domination, il y en a 13. Et on va, au cours de la partie, chaque joueur va au final en avoir 2. Et sur ces cartes, vous avez 2 objectifs. Vous avez un objectif qui est indiqué ici et un qui est ici. Alors ici, il est toujours plus rentable, hein, ça c'est les points de victoire que ça rapporte, que celui du bas. Mais néanmoins, sur les 2 cartes que l'on va obtenir en cours de partie, nous ne pourrons faire qu'un seul objectif du haut et on pourra faire par contre 2 objectifs du bas si on veut. Donc ça veut dire que quand vous avez vos 2 cartes objectifs personnelles, secrètes, vous pourrez faire les 2 objectifs du bas ou bien un objectif du haut pour une des deux et l'objectif du bas pour l'autre. Donc objectif personnel, 2 dans la partie, objectif commun, envahir la galaxie, objectif commun mais cette fois par manche et non pas par partie. Et vous avez tout le déroulé de la partie. Donc c'est pas mal, parce que d'entrée de jeu, vous savez ce que vous allez essayer de faire, qui sera variable de partie en partie. Donc voilà, bonne variabilité, et un chemin se dessine très vite pour arriver à faire les objectifs à point de victoire tout au long de la partie. Alors il faut savoir qu'on a aussi 2 plateaux personnels. Alors d'abord on a celui-là. En fait sur ce plateau personnel vient se mettre nos populations au début du jeu. Et s'il y a des chiffres dessous, ce n'est pas pour rien. Parce que ce plateau, alors je vais vous le remplir, mais il a 2 usages. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, en fonction du nombre de populations qu'on aura posé, on marquera les points de victoire qu'on aura libérés. Par exemple si on avait posé tout ça, ce qui est tout à fait considérable, 52 points de victoire fin de partie. Je vous l'ai dit, ici c'est rappelé, en fonction du nombre de populations de l'envahissement par nous-mêmes de la galaxie, on marquera plus de points, c'est logique, et c'est indiqué ici. Les populations pourront revenir, oui, on se combat, donc parfois on va en perdre. Donc ça c'est le premier usage, aller chercher les populations ici pour les mettre sur les planètes et engranger des points de victoire par la suite. Alors vous noterez que ici il y a des chiffres qui sont indiqués, ça, plus vous avez de population, plus vous verrez quand on produit des vaisseaux, autre chose très importante du jeu, plus on va en produire à chaque fois. L'action produire des vaisseaux dépend du nombre de populations qui est posé grâce aux chiffres qui est en dessous, ce qui paraît logique, c'est thématique. Plus vous avez de monde colonisé, plus vous fabriquerez facilement des vaisseaux, et plus vous avez des vaisseaux, plus vous allez envahir facilement la galaxie. Voilà, je vous ai installé le plateau. Alors pourquoi ça commence ici à 6? Tout simplement parce que d'abord c'est 6 points de victoire et notre monde natal est considéré comme un monde avec 6 populations dessus, qu'on pose donc sur le monde qui est au milieu de son hexagone. Donc ça je vous le décale un petit peu, mais ça donc ce sont notre plateau principal. Alors ce n'est pas le seul plateau que l'on a, puisqu'on a aussi un plateau technologie. Ça c'est assez classique dans ce genre de jeu. Vous avez 5 pistes de technologie: militaire, spiritualité, propulsion, robotique et génétique. Et on a des petits cubes pour indiquer ici notre niveau dans ces différentes technologies. Vous vous doutez bien que plus on monte, non seulement plus on va avoir de facilité à jouer, mais en plus on va carrément, comme c'est écrit, avoir des bonus qui vont encore plus nous faciliter la vie. Donc pour ça, on a des cubes, on commence à 0, bien évidemment. Alors c'est pas forcément 0 en valeur, là c'est 1, là c'est 3, mais c'est indispensable pour pouvoir commencer à jouer. Et on va pouvoir faire monter tout ça. Vous verrez cette zone-là un tout petit peu plus tard. Alors juste une petite chose que je vous dis tout de suite, c'est sur la mise en place. Il faut savoir qu'il y a une mise en place de première partie assez hasardeuse, c'est-à-dire qu'on va tirer une de ces cartes objectifs au hasard, la deuxième on l'aura en cours de partie, donc on la prend au hasard. Et puis pour les plateaux, on les place comme ça totalement au hasard, recto verso, pof pof, et puis on se pose autour de la table, tout simplement. Alors ça c'est pour quand on connaît pas trop le jeu. En fait, lorsqu'on connaît le jeu, il y a une mise en place qui enlève ce hasard qui est très sympa, c'est-à-dire que à tour de rôle, dans un ordre du tour que l'on définit au hasard, on va pouvoir choisir soit une plaque comme ça qui correspondra à notre zone de départ, qu'on mettra sur la face que l'on veut, que l'on tourne comme on veut, avec celle du centre quand on est le premier à poser une plaque qu'on peut tourner comme on veut. Soit on fait ça, soit on choisit notre place dans l'ordre du tour, 1, 2, 3 ou 4, ça dépend du nombre de joueurs. Soit on va piocher 5 cartes comme ça et en choisir une, en sachant qu'il y en a 13 là-dedans. Soit on choisit notre peuple de départ. Oui, il y a des peuples, le jeu est asymétrique. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Donc, encore une fois, en début de partie, en faisant comme ça, c'est bien sympa, il n'y a plus de hasard. Et puis, à vous de voir, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, le peuple de départ, les objectifs, l'ordre du tour, le plateau sur lequel vous allez démarrer. Chacun son tour, en tout cas. On fait ça jusqu'à ce que chacun ait un plateau de départ, un peuple,
une carte à ce niveau-là. Alors les peuples, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 17 des peuples là-dedans, donc ça fait quand même énormément. Vous verrez comment ils marchent, mais ils sont asymétriques. Donc ça aussi, c'est quand même une très grosse rejouabilité qui est possible. On va voir la symétrie dans un instant. Alors avant de rentrer dans la façon dont marche le jeu, ce n'est pas tout. Je dis qu'on va coloniser ces planètes, ces étoiles là qui sont indiquées avec un nom, mais elles sont pas juste comme ça. Non, elles sont d'un type. Et en fait, vous avez différents types de planètes. Vous avez les désertiques, enfin les désertiques, les inhabités, il n'y a personne dessus. Vous avez certaines où il y a des peuples primitifs, et puis certaines où il y a des peuples un petit peu évolués. Alors, en début de partie, en fait, chaque joueur a 2 jetons de chaque, comme je suis en train de vous faire. On les retourne, on les mélange, et après on les pose de façon aléatoire, donc on ne sait pas ce qu'on pose et où on le pose, même si on sait qu'il y en a 2 de chaque, hein, sur sa zone de départ. Voilà, comme je suis en train de vous le faire, on recouvre toutes les planètes. Alors, il faudra aller explorer pour aller voir, cette là, elle est quoi? Ah, bah c'est un peu primitif, mais je ne le savais pas au départ. Donc, on va faire pareil pour chaque joueur, et puis on va faire évidemment pareil ici, sur la zone centrale. Voilà, alors là, je vous ai mis, il faut savoir qu'il y en a 3 de chaque, hein, ça soit inhabité, primitif ou évolué, et qui sont répartis ici. Mais ce n'est pas tout. Dans la zone centrale qui n'appartient donc à personne, on va tous aller, vous avez en plus des artefacts. Alors les artefacts, en fait, regardez, ce sont des cadeaux. Alors vous voyez, je vous les retourne et c'est plein de bonus différents. Alors là, bon, ça c'est clair, hein, vous montez en technologie là-bas, etc. Mais il y a plein de bonus comme ça. Alors il y en a plus que de planètes au centre, hein, donc ça changera d'une partie à l'autre. Et en fait, on prend à chaque fois un artefact que l'on va mettre sur une planète. Donc en fait, chaque planète du centre, quand on va aller l'explorer, bon, vous verrez évidemment son type primitif, évolué ou inhabité a un impact sur l'exploration et sur la colonisation, mais en plus évidemment l'artefact c'est un chouette cadeau qu'on va chercher à avoir. Alors ces deux-là, bah vous voyez, il y en a plus parce que ces deux-là on ne sait pas ce que c'est, mais c'est 2 bonus avec lesquels on ne jouera pas à cette partie. Donc ça nous pousse à venir ici, alors d'autant plus que vous verrez qu'au début il faut essayer de coloniser des planètes qui sont un peu éloignées les unes des autres. Vous allez voir pourquoi, mais on est très attiré vers là, et évidemment vers un peu le conflit quand même, hein, il faut avouer, il faut dire ce qui est. Alors le conflit, vous verrez qu'on peut aussi faire de la dissuasion. Moi dans ma partie, il y a quelqu'un qui a avec un de ses bonus chopé une super arme. Bah, moi j'ai amené des très grosses flottes pas loin de cette zone-là. Je lui ai dit écoute, si tu m'embêtes, je fonce sur la planète, je te la prends. Hein. Et donc l'autre a pas trop osé m'attaquer. Hein, il le voyait bien. Donc il y a quand même un peu de dissuasion, on va pas forcément se taper dessus tout le temps. Si on arrive à se dissuader, ça peut juste poser des situations de conflit qui restent en guerre froide. Mais enfin, en règle générale, de toute façon, du conflit, il y en a, ça c'est certain, c'est un jeu dans lequel il y a du conflit, c'est un 4X. Et à propos de conflit, il faut savoir que nous avons tous un jeton de la couleur des autres joueurs. Voilà, mettons qu'on joue à 3, on a joué avec ces 3 couleurs-là. Et ben, j'ai un jeton, oui, du coup, si on joue à 3, j'ai que 2 jetons. Voilà, je suis joueur bleu, donc on va essayer de faire les choses à peu près correctement. Voilà, je joue avec joueur violet, joueur jaune. Je vais avoir un jeton comme ça pour les 2 autres joueurs. Et en fait, au cours de la partie, je serai soit en paix avec eux, et le jeton est sur cette face-là, soit en guerre. Et oui, le jeton sera sur cette face-là. Et évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Vous vous doutez bien, d'ailleurs, en guerre, on ne peut pas, tant qu'on est en paix, on ne s'agresse pas. Quand on devient en guerre, on s'agresse. Et évidemment que pour passer de la paix à la guerre, on ne le fait pas juste comme ça. Il y a des conditions pour le faire, et un timing à bien choisir pour quand on va passer en guerre avec les autres, ou éventuellement revenir en paix. Mais ça, c'est la première chose à bien comprendre, donc on va être en guerre ou en paix avec les autres joueurs. Enfin, il faut bien voir que sur nos plateaux de peuple, en fait, vous avez 2 faces. Vous avez une face pacifiste ici, hein, qui est là, et une face sombre qui est beaucoup plus belliqueuse. D'ailleurs, déclarer la guerre ici est souvent un peu compliqué, donc sur cette face et sur cette face-là, déclarer la guerre est beaucoup plus facile. Donc, selon la face sur laquelle on est, on sera plus ou moins belliqueux. On peut changer ça en cours de partie, hein, bien évidemment, dans un sens comme dans l'autre. Hein, donc, on sera soit plus pacifique, soit plus belliqueux. Ici, on sera soit en guerre, soit en paix avec les autres joueurs. Bien, vous avez vu un petit peu tout, après ça reste du classique, hein, des cadeaux quand je vais sur des planètes différentes, un peu de castagne, donc on va se rencontrer, c'est du 4X, des pistes technologiques qui vont nous apporter des bonus en cours de partie, et une grande variabilité avec des objectifs communs et des objectifs personnels avec ces cartes domination qui sont ici. Donc ça reste, tout ça c'est des mécaniques assez classiques, le jeu a des mécaniques classiques, hein, mais il est assez élégant, et puis le système de combat, vous allez voir, il y a 0 hasard dedans. Donc ça, j'apprécie qu'il y ait 0 hasard dans un système de combat. Alors, vous n'êtes pas sûr de votre victoire si vous n'avez pas fait les choses correctement, mais si vous les faites bien, vous savez très bien si vous allez gagner ou pas. Comment se passe une manche? Il y en a 8. Alors en fait, vous avez une lettre de jeu qui est bien faite, le jeu est en anglais, mais enfin c'est un anglais qui est pour moi, je trouve assez facile. Donc vous avez une première phase qui va être de bouger vos flottes et éventuellement de combattre. Ça, comment ça marche? C'est bien simple, c'est à moi de jouer, je vais pouvoir bouger toutes mes flottes, hein, quand c'est à moi de jouer, ou pas, enfin je fais ce que je veux, je bouge toutes les flottes que je veux. Une fois que j'ai bougé toutes mes flottes, peut-être que je les aurai mises en situation de combat, auquel cas on résout les combats, et j'ai fini ma phase mouvement-combat de cette manche. Et puis les autres joueurs font de même. Du coup,
quand vous savez qu'il va pas trop tarder à y avoir des combats, c'est pas mal d'être dernier joueur. Bah oui, parce que du coup, vous voyez ce que font tous les autres, vous n'avez plus qu'à vous adapter. Après cette phase de mouvement combat, ça revient mais au premier joueur, il va passer en phase de croissance. Alors la phase de croissance est une phase durant laquelle on va pouvoir déjà changer comme ça de phase. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où on peut changer de phase et devenir plus ou moins agressif. On va pouvoir changer l'ordre du tour aussi, comme vous allez le voir, et surtout on va pouvoir croître. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire augmenter le nombre de vaisseaux que l'on a dans l'espace, on croît notre force militaire, et augmenter les nombres de populations qu'on va avoir sur nos planètes, on croît en population, et augmenter nos capacités technologiques, on croît en technologie. Donc, et après, une fois qu'on aura fait pardon, cette phase de croissance, donc croissance population, technologie, vaisseau, mais aussi changement de profil à ce niveau-là. Une fois, ou changement d'ordre du tour, quand on aura fait ça, on arrive ensuite à la troisième phase de commerce. La phase de commerce, c'est une phase où on va pouvoir échanger une technologie avec un autre joueur. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, je te donne un niveau de telle technologie et tu me donnes un niveau de telle technologie. Alors, on n'échange pas, c'est-à-dire que moi, si je suis, par exemple, ici, 2 en militaire, je peux lui dire, bah, toi, tu es à ce niveau 1, je passe, pardon, 3 en militaire, les niveaux sont en haut. Tu es en niveau 1, je t'autorise à passer en niveau 2. En gros, je te fais cadeau d'un niveau techno, mais je baisse pas, bien sûr. Et lui, il me dit, bah tiens, bah, en propulsion, si tu veux, je te fais monter de 1. Alors, il faut savoir que cette phase-là, moi, a priori, j'étais là un peu inquiet en me disant, oulala, mais j'aime pas les négociations, tout ça dans les jeux. Mais en fait, non, parce qu'on en fait très très peu. On peut en faire qu'un à chaque zone de commerce, et c'est un système qui équilibre le jeu, pour éviter un trop gros win-win et quelqu'un qui s'échappe vers la victoire trop rapidement. Et ça marche très bien au final, et il n'y a pas de vrai négo, simplement on fait un truc qui intéresse les deux joueurs, c'est assez évident, on le voit venir en plus, donc c'est pas du tout de la négociation à fond, absolument pas d'inquiétude. Et enfin, dernière phase, bah, on score, je vous ai dit, on score ça. Si on est dans les 2 premières manches, on regarde qui a fait ça, et boum, on marque des points en fonction de ce que l'on a fait, tout simplement. Donc on va faire ça 8 fois. Allez, on attaque par la phase de mouvement combat. Alors la première chose à bien comprendre, c'est que les flottes, je vous l'ai dit, on les construit en phase de croissance. Donc quand on les construit en phase de croissance, ça veut dire qu'on les construit pas maintenant. Donc on les a construits à la manche précédente et on va pouvoir les déplacer à la manche suivante. Donc phase de mouvement. Alors au passage, je viens de le remarquer, j'ai oublié de vous le dire quand je regarde ce vaisseau-là. Vous voyez, j'ai une petite icône ici. En fait, chaque joueur, quand il débute, il a un cadeau en début de partie. Là, par exemple, lui, il commence à 2 en propulsion. Donc il commence niveau 2, c'est ici, il commence à niveau 2 en propulsion. Et tous les plateaux ont des cadeaux. Alors celui central, le cadeau marche pas parce qu'il n'y a personne qui est dessus. Mais lui, par exemple, vous voyez, il commence à 2 en génétique. Bon, après, chacun des cadeaux différents. De toute façon, les plateaux sont tout à fait différents. Alors, les mouvements et les combats. Alors, un mouvement, c'est assez simple. Vous allez pouvoir bouger tous vos vaisseaux. De combien? Bah, de ce qui est indiqué en propulsion. Vous voyez, là, au début, on ne se déplace que de 3, puis de 4, 4, 5, 5 et infini. C'est-à-dire, on peut aller où on veut. Enfin, pour monter là, c'est pas simple. Donc, comment on fait pour se déplacer? Bah, c'est simple, c'est à moi de jouer. J'ai des vaisseaux, je suis à ce niveau-là, je peux me déplacer de 4, et ben je déplace de 4. 1, 2, 3, 4. C'est simplissime. Et mon vaisseau est arrivé là. Je peux faire ça avec tous les vaisseaux. En sachant que si j'arrive et je finis mon déplacement sur une zone avec une planète, j'ai bien dit finir, pas juste passer, j'ai le droit d'aller regarder ce que c'est que cette planète. Alors vous me dites, alors on la prend tout de suite? Non. On la prendra uniquement, éventuellement, en phase de croissance. La phase de croissance, dès qu'on commence à monter un peu notre population, vous voyez, prendre des planètes, etc., c'est en phase de croissance. Là, on fait que se déplacer. Les combats, c'est contre les autres vaisseaux, à cette phase-là. Donc voilà, je peux regarder secrètement ce qu'est cette planète, parce que je me suis arrêté là. Alors, ces petites zones-là que vous voyez ici, en fait, ce sont des nébuleuses. Alors, nébuleuse, c'est quoi? Bah, à chaque fois que vous rentrez dans une zone de nébuleuse, ça vous coûte un déplacement de plus. Donc, si je fais par d'ici, je peux faire 1, 2, 3, 4. Et je suis rentré là. Alors dites, quel intérêt de faire ça? Ben, l'intérêt, c'est que quand vous sortez d'une zone nébuleuse, vous avez 2 déplacements bonus. Donc lui, à la manche suivante, quand il fera un déplacement, ce ne sera pas 4 qu'il aura en déplacement, mais c'est 4 plus 2, 6 en déplacement. Donc, stratégiquement, il peut y avoir des intérêts. Alors attention, si vous êtes dans une nébuleuse et qu'à la manche suivante, je me redéplace ici, comme c'est une nébuleuse, ça me coûte 1 de plus en déplacement. Donc généralement, on rentre pour ressortir. On se balade pas au sein d'une nébuleuse. Ça me paraît assez évident. Donc ça, c'est la règle de base pour se déplacer. Alors il faut savoir, et je vous le dis tout de suite, que vous avez aussi des déplacements. Alors je vous l'ai dit, quand vous avez comme ça des trous, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, on a hop, excusez-moi, je suis en train d'aller vous les chercher, des trous de verre, des wormholes comme ceci. Alors on en a entre chaque, je vous le mets juste là, mais on a entre chaque, et en fait il y a là des petits points. Je viens mettre un wormhole. En fait, ce sont 2 zones qui communiquent ça. Donc je peux tout à fait passer d'ici à là.
Voilà, et c'est pareil pour là-haut et pour là-haut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez ici un symbole, c'est un cadeau de la propulsion, qui est le Stargate, c'est-à-dire la porte des étoiles. Bon, ben ça, en fait, ça vous permet d'aller d'une de vos planètes directement à une autre de vos planètes, donc il faut que vous l'ayez conquise à un coup suivant. Alors, ça progresse de plus en plus, c'est-à-dire que au début, vous ne pouvez faire ça que pour des planètes qui ont au moins 3 populations, c'est absolument indispensable. Et puis, quand vous arrivez à ce stade-là, alors là, c'est pareil, mais quand vous arrivez à ce stade-là, ici, vous pouvez le faire entre n'importe quelle planète, n'importe laquelle, sauf une planète d'un joueur avec lequel vous êtes en guerre. Hein, je vous ai expliqué ça, c'est normal, ça se comprend. Et là, vous pouvez aller carrément sur n'importe quelle planète, tout est open si vous arrivez ici, hein, directement, bam, bam, bam. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, on peut pas tout croître partout, c'est pas possible. Donc il va falloir faire des choix, c'est évident. Après, il faut savoir ici, je vous le dis tout de suite, qu'à partir de ce niveau-là, vous pouvez même téléporter une population. Vous avez une planète avec plein de populations, là, une planète où, à vous, il n'y a pas beaucoup de population, ben, si vous avez atteint ce stade-là, en phase de croissance, vous verrez, vous pouvez hop, en déplacer une, et là on peut en déplacer 3. Bon, c'est juste téléporter pour rééquilibrer un petit peu les populations, mais c'est vraiment dans ces deux phases-là de propulsion. Donc ça, ce sont des petits bonus, donc en tout cas, sur la phase de déplacement, c'est ce que je viens de vous dire. Et que se passe-t-il si, au cours d'un déplacement, mettons ici, je me retrouve avec un vaisseau comme ça, d'un autre joueur. Alors déjà, les vaisseaux nous gênent pas, les vaisseaux nous gênent pas pour nous balader, les croiser et aller, etc. Bah, si à la fin de ma phase de déplacement, je suis comme ça, bah, deux possibilités. Soit je suis en paix avec le joueur jaune, bah, il se passe rien, hein, on est en paix. Soit je suis en guerre avec le joueur jaune, et si je suis en guerre, bah, il y aura un combat à la fin de ma phase de mouvement. Mais avant de vous parler des combats, je vais vous parler de la notion de flotte. Et oui, parce que les vaisseaux, on peut les regrouper en flotte, comme vous allez voir, et tous ces petits jetons que je viens de vous sortir deviennent à ce moment-là utiles. En fait, avant la phase de combat, et même d'ailleurs, pardon, excusez-moi, avant vos mouvements, donc avant cette phase de mouvement, au tout début de votre manche, vous pouvez, si vous le souhaitez, former des flottes. Alors comment on forme des flottes? Alors déjà, le nombre de flottes est limité. Regardez, flotte A, flotte B, flotte C, flotte D, flotte E. On a donc 5 flottes possibles et pas plus. Et pour ça, d'ailleurs, on a des jetons qui portent les lettres que je viens de vous dire, hein, qui sont là, voilà, A, B, C, D, E. Donc on peut former 5 flottes maximum. Après, on peut avoir autant de vaisseaux qu'on veut, tout seul, comme ça, qui ne sont pas dans une flotte. Mais une flotte, ça peut aussi être un seul vaisseau. Un vaisseau de une flotte. Alors vous me dites, bah, je vois pas trop l'intérêt. Eh bien si, parce qu'en fonction du type de flotte, vous avez un bonus. La flotte A, elle a toujours un bonus quand elle attaque les autres flottes. Vous verrez ce que c'est, mais un bonus en attaque. La flotte B, elle a un bonus quand elle veut prendre une planète. La flotte C, elle se défend mieux contre la flotte A. Elle a même d'ailleurs un bonus en combat supérieur à la flotte A. La flotte D, elle peut se déplacer plus loin, et la flotte E, elle peut s'échapper d'un combat plus facilement. Donc c'est pour ça qu'en fait, tous ces jetons flotte, on les met sur leur face cachée, alors sauf la D évidemment, puisque la D c'est juste une flotte qui permet d'aller plus loin, donc tout le monde le sait. Lorsque vous faites une flotte, vous prenez des jetons qui correspondent à ça, mettons que je fasse une flotte de un vaisseau, je peux tout à fait, je l'enlève donc du plateau, puis je prends un jeton 1, ces jetons-là, je vais mettre un chiffre qui est égal au nombre de vaisseaux que je mets dedans. Je le retourne, et puis dessus, je vais mettre secrètement, je décide que ça va être, mettons, pour aller prendre des planètes. Alors je vais mettre mon jeton B et je le mets secrètement comme ça. Alors quand vous fabriquez une flotte, tout le monde voit le nombre de vaisseaux que vous mettez devant. Hein, tout le monde voit. Par contre, on ne sait pas ce que vous mettez là. Alors il faut savoir, vous avez des choses comme ça, là, vous voyez, qui permettent si vous avez une grosse flotte, plein de jetons, de les mettre là-dedans pour éviter que ça se balade. Hein, donc c'est prévu dans le jeu. Alors vous avez 5 jetons 0 comme ça, donc à la limite 1 par flotte ou plusieurs, et que vous pouvez mettre comme ça avec, parce que là 0 plus 1 ça fait toujours 1, hein, donc j'ai le droit de mettre un jeton 0 et un jeton 1. Alors en fait ça c'est pour masquer un peu aux autres ce que vous avez dans vos flottes. Alors vous dites oui mais enfin au début il le voit bien. Certes, quand vous créez votre flotte il le voit, mais en fait il faut savoir que quand vous avez deux flottes comme ça qui sont côte à côte, pendant votre phase de mouvement, c'est-à-dire la phase où je suis, alors cette fois pas uniquement avant vos mouvements, mais pendant votre phase de mouvement, mais avant les combats, vous allez comprendre, c'est logique, si vous avez deux flottes qui sont sur la même zone, vous avez le droit d'échanger des vaisseaux. Donc vous prenez vos deux flottes, puis hop, vous remixez un petit peu les jetons en fonction du nombre de vaisseaux. Alors là, du coup, les autres, ils voient plus ce que vous faites, ils savent plus trop ce que vous avez mis dans l'un et dans l'autre. Et vous pouvez même échanger ces petits jetons-là. Donc ça peut masquer du coup ce que vous avez dans les flottes. Alors il faut savoir aussi que, petite chose, si vous avez deux flottes qui sont sur deux planètes vous appartenant, vous avez le droit d'échanger leurs jetons flotte. Alors pas les vaisseaux, hein, ils sont loin les uns des autres, mais les jetons flotte, vous avez le droit de les échanger. C'est le bonus qui est fourni. Ça peut être bien ça, hein, parce que si vous avez envoyé une flotte qui est en train de prendre des planètes, puis en fin de compte maintenant vous voulez qu'elle combatte, bah, vous créez ici une flotte sur votre monde par exemple qui contient un jeton combat, puis hop, vous échangez. Donc ça, c'est les flottes. Alors les flottes, évidemment, ça permet de masquer un petit peu ce qu'on a dedans, et puis ça peut être des grosses
flottes, et on peut, comme je vous ai dit à l'instant, les mixer si on le souhaite. Alors attention à deux choses. D'abord, une flotte, c'est pas 0 vaisseau, hein, vous n'avez pas le droit de mettre une flotte virtuelle. Si vous avez 0 vaisseau, la flotte disparaît bien évidemment. Et quand vous faites un déplacement et que là vous arrivez, vous échangez les flottes alors que vous êtes en pleine phase de déplacement, tenez compte des déplacements déjà effectués. C'est-à-dire que si vous transvasez des vaisseaux d'une flotte à une autre, la nouvelle flotte en question ne pourra pas se déplacer plus que ce qui restait comme déplacement à la flotte qui vient d'arriver. C'est logique. Vous avez emmené des vaisseaux, mettons, qui pouvaient se déplacer de 3. Ils ont déplacé de 2 cases pour arriver là. Vous les mettez dans l'autre flotte. Les vaisseaux que vous avez mis dans l'autre flotte, là, ils n'ont plus qu'une case de déplacement autorisée, puisque c'est 3 maxi et vous en avez déjà fait 2. Et ben du coup, toute la flotte ne peut se déplacer que de 1. Donc au final, c'est logique. C'est-à-dire que quand vous avez une flotte qui arrive à un endroit, vous faites des mix de flottes, toutes les flottes qui sont là maintenant, si vous avez fait des mix, elles ne peuvent se déplacer que du nombre de déplacements qui restait à la flotte qui vient d'arriver. Au final, c'est assez simple et c'est très logique. Donc ça, on peut mixer les flottes dans toute notre phase de déplacement, amener une flotte, faire un mix et faire repartir l'autre s'il reste des points de déplacement. Et on peut créer des flottes, comme je vous l'ai dit, au début de sa phase de mouvement. Bon, quand les combats commencent, on peut plus modifier les flottes, on fait plus rien, on fait les combats, point barre, ça reste tout à fait logique, on peut pas ramener des renforts, quoi, hein, par exemple. Donc ça, ce sont les flottes, et c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, on en fait tout le temps des flottes. On a jamais un vaisseau comme ça tout seul. À chaque fois, au moins une flotte de 1 pour avoir le jeton bonus dessus. C'est quand même très important. Alors après, on a le droit d'avoir que 5 flottes. Donc vous pourrez avoir plus de vaisseaux. Vous pourrez avoir vos 5 flottes, puis des vaisseaux un peu tout seuls, ou des vaisseaux ensemble, mais pas en flotte, qui fassent 6, 7, 8 groupes de vaisseaux à vous sur le plateau. Mais eux, ce ne sont pas des flottes avec des bonus de flotte. Bien, alors vous avez deux vaisseaux, enfin deux flottes, hein, ou deux vaisseaux qui sont sur une zone comme ça. Maintenant, on a fini les déplacements et ça combat. Comment ça marche? Alors là, c'est simplissime. À partir du moment où on commence à être en combat, on va tout de suite regarder une chose. Est-ce que le défenseur, c'est-à-dire celui qui était là tranquillou et l'autre qui a débarqué dessus, donc est-ce que le défenseur veut fuir? Il peut fuir, c'est-à-dire il prend tous ses vaisseaux et il dit hop, 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 je dégage. Alors il va dans une petite zone autour où il n'y a pas de vaisseau ennemi, ou sinon il peut aller à 2 d'écart. Hein. Je le répète, si ça arrive, c'est qu'ils sont en guerre. Hein. Si vous arrivez, je le répète, et vous êtes en paix, il ne se passe rien. Donc, il peut fuir. Mais alors, il ne peut pas fuir quand même comme ça si facilement. Pour fuir, il doit avoir une technologie en propulsion strictement supérieure à celui qui vient d'arriver pour l'agresser, ou alors une technologie en spiritualité, qui est un peu l'esprit, l'intelligence, tout ce que vous voulez, supérieure à celui qui vient d'arriver. Donc, en gros, si vous êtes plus malin, ou si vous avez plus de propulsion, vous pouvez vous échapper alors qu'il vient d'arriver. Et vous perdrez aucune flotte. Si par contre, vous êtes inférieur ou égal dans ces deux caractéristiques à la flotte qui vient d'arriver, vous ne pouvez pas vous échapper. Sauf si vous êtes la flotte E, puisque la flotte E, c'est celle qui s'échappe, quel que soit le rapport de technologie, même si vous êtes plus faible dans ces deux technologies, si vous êtes une flotte E, la flotte E a le droit de s'échapper. Si ça s'échappe, ben voilà, il n'y a pas de combat, c'est fini, ça s'arrête là. Si par contre il reste des flottes ici en défense, donc il ne s'est pas échappé, ben un combat va arriver. Quand un combat arrive, on révèle tout déjà. On révèle les jetons flotte ici, puis on révèle tous les vaisseaux qu'il y a dedans, hein, bien évidemment, pour voir quelles sont les forces en présence. Et puis là c'est très simple. On va multiplier votre niveau en militaire, hein, qui est indiqué ici, hein, 1, 2, 3, 6, 10, oui c'est pas linéaire. On va multiplier ce chiffre-là, en fonction de l'endroit où vous êtes arrivé, par le nombre de vaisseaux que vous avez là. Et on obtient une valeur. Et cette valeur-là, on les compare. Celui qui a une valeur supérieure a gagné le combat. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de hasard. Celui qui, si on se retrouve en égalité, même valeur, à ce moment c'est celui qui est le plus haut dans cette technologie-là qui gagne le combat. Et si c'est encore égalité, c'est le défenseur qui gagne le combat. Et donc, quand quelqu'un gagne un combat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, il va faire perdre des unités à l'autre. Mais attention, si le rapport de force est inférieur à 3, à ce moment-là, pour toute unité qui fait perdre au défenseur, l'attaquant doit en perdre la moitié, arrondi au supérieur. Donc si le défenseur perd 1 ou 2 unités, l'attaquant est obligé d'en perdre une. Si le défenseur perd 3 ou 4 unités, l'attaquant est obligé d'en perdre 2. Et ainsi de suite. Donc vous allez faire perdre des unités au défenseur, mais attention, vous risquez d'en perdre aussi. Ça uniquement si le rapport de force est supérieur à 3, inférieur à 3, excusez-moi. Si vous avez un rapport de force supérieur à 3, hein, avec le calcul que je viens de vous dire, là, l'attaquant ne perd aucune unité, donc du coup il dégage toutes les unités en défense, bien évidemment. Alors, il y a des situations où vous pourriez vous retrouver arriver dans un secteur où il y a des flottes de 2 joueurs ou plus, avec qui vous êtes en guerre, et vous arrivez, donc du coup il y a 2 défenseurs potentiels. Comment ça marche? Et ben en fait on additionne, les 2 défendent, les 2 vous agressent quoi, en défense. Donc on additionne tout, on additionne pour chaque joueur nombre de vaisseaux qui multiplie ça, pour l'autre joueur nombre de vaisseaux qui multiplie ça pour lui, et puis on additionne ces 2 chiffres, et c'est contre ça que vous combattez. Ah oui, donc quand vous êtes beaucoup en guerre, si des vaisseaux avec qui vous êtes en guerre se mettent ensemble dans un hexagone, ça va être un peu chaud d'aller les taquiner, à moins d'être très très puissant. Donc encore une fois, on fait comme ça, et alors si l'attaquant gagne, comme d'habitude, on enlève les vaisseaux comme je viens de vous le dire, et choisit. Si le défenseur gagne, et qu'il y en a plusieurs, ben, c'est celui qui avait la plus grosse
puissance militaire à cet endroit-là qui choisit les flottes qu'on enlève. Alors évidemment, on peut faire une vacherie du coup. Hein. On peut dire, ouais, j'en enlève 4 à l'attaquant, là. Du coup, enfin, peut-être pas 4, mais j'en enlève 2 à l'attaquant. Du coup, nous, oui, on va dire 4, pardon. J'en enlève 4 à l'attaquant. Du coup, nous, il faut qu'on en perde 2. Bah écoute, c'est toi qui vas les perdre. Hein, son allié, là, pour la défense, vous lui faites perdre à lui plutôt qu'à vous-même. Ou alors, vous dispatchez si vous voulez avoir une bonne entente avec l'autre joueur. Donc, c'est comme ça que vont se dérouler les combats. Alors, vous me dites, bah, c'est un peu rude, il y a quand même du hasard dans le sens où, au bout d'un moment, quand on mélange les flottes, on sait plus trop ce qui nous tombe sur l'orable. En fait, il faut bien voir ici que sur cette piste spiritualité, c'est le bon moment pour la présenter, vous voyez, vous avez un petit symbole comme ça avec un chiffre à côté. Ben, en fait, quand c'est à vous de jouer, vous allez pouvoir aller regarder des choses cachées. Combien de choses cachées? Eh bien, ça dépend de votre niveau en spiritualité. Ici, 1, là, 2, 3, 4, et puis là, tout ce que vous voulez. C'est quoi les choses cachées? Ben, vous pouvez regarder des jetons planètes, où qu'ils se trouvent, des jetons artefacts, où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, si vous regardez les deux, là, ça compte pour 2, hein, donc il faut que vous soyez au moins ici. Mais aussi des flottes adverses. Vous pouvez aller regarder des flottes, enfin n'importe quelle flotte d'ailleurs qu'il y a dans la galaxie, hop, vous regardez tout. Et à chaque fois, ça vous consomme 1. Alors si vous regardez une flotte d'un autre joueur, vous êtes obligé d'avoir un niveau en spiritualité supérieur à lui. Tout ça, ça reste logique. Ça fait plein de petits points de règle, mais c'est logique, c'est thématique. Voilà, si je suis à 3 en spiritualité, l'autre joueur est à 2, et ben je peux à mon tour, j'ai le droit de regarder deux choses. Ben, une des choses, c'est je regarde ta flotte. Tu es inférieur à moi en spiritualité, ce qui permet d'anticiper un petit peu. Donc déjà, vous pouvez aller vérifier les flottes quand l'autre joueur les a un peu trop mélangées, et sinon vous voyez en gros, de toute façon, la puissance des forces, et puis tout dépend de ce que veut faire l'autre. Si l'autre il veut vous faire partir, il va le dire, hein, je sais rien, moi j'ai une super grosse force là. Après, on est obligé de le croire ou pas. En tout cas, ça vous permet d'aller voir tout ça. Alors en fait, vous pouvez donc aller voir tous ces jetons, mais vous pouvez même aller voir, si vous allez voir comment ça marche, une carte du tas domination, puisqu'on va en gagner une autre, mais je vous l'ai dit, mais on y arrive dans un instant. Et c'est rappelé ici, hein, regardez, là vous pouvez en début de cette phase-là aller regarder un petit peu des trucs cachés si vous êtes bien en spiritualité. Ensuite vous pouvez créer ou mélanger des flottes, vous bougez, alors vous pouvez toujours mélanger les flottes après les mouvements par contre, mais pas en créer. Et puis ensuite on fait les combats, ce que je vous ai dit, et ensuite on rentre, alors ça une fois que je l'ai fait, le joueur suivant le fait, le joueur suivant, tout le monde le fait, puis on rentre en phase de croissance. Donc la phase de croissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va augmenter ses vaisseaux, on va augmenter ses planètes, on va pouvoir prendre des planètes, enfin, les populations de ces planètes, etc., etc. Comment ça marche? Alors en fait, au début de la phase de croissance, chaque joueur va choisir des jetons. Alors nous avons des jetons comme ça. Alors on va pouvoir choisir un jeton carré et on va pouvoir choisir deux jetons comme ça, ovales. En fait, ces jetons-là, ce sont des actions. C'est les actions de croissance qu'on va pouvoir faire à cette phase. Donc on va pouvoir faire 2 actions de croissance à chaque manche. Alors vous avez le droit d'en prendre plus. Alors combien? Alors vous avez le droit d'en prendre un de plus pour chaque planète où vous avez 5 populations ou plus. Donc en début de partie, comme ça c'est 6 populations, on a le droit d'en faire 3 au lieu de 2. Alors dites, pourquoi on ne le ferait pas systématiquement? Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous perdez 3 points de victoire. Donc les deux, ça c'est gratuit, mais chaque jeton que vous rajoutez, c'est 3 points de victoire en moins. Alors ça c'est vrai, sauf si vous progressez ici en génétique, où là chaque jeton action en plus c'est 2 points de victoire en moins, et ici ce n'est qu'un point de victoire en moins si vous augmentez vos nombres d'actions. Quelles sont les actions que l'on peut faire? Alors vous avez des jetons, vous choisissez donc 2 ou plus jetons comme ceci, mais habituellement 2, et puis un jeton comme ça carré. Alors vous allez voir les jetons carrés, ils ont une autre utilisation. Alors ça c'est simple, ça c'est faire de la recherche, ça c'est, et vous en avez 2 possibles, c'est prendre une planète, ça c'est construire des vaisseaux, ça c'est changer de bord, et ça c'est augmenter ses populations. Alors il faut savoir que quand tout le monde a choisi, boum, on les révèle, donc on fait de façon cachée sous la table. Première chose, on regarde qui change de bord. S'il y en a des joueurs qui changent de bord, à ce moment-là, on les fait changer tout de suite. Alors là, on va voir quand vous changez de bord, les différentes choses qui changent. Alors d'abord, on a tous des bonus. Enfin un pouvoir, on va dire, qui est asymétrique, qui est là. Mais ensuite, on a une condition pour déclencher la guerre, qui est ici. Ça, c'est juste du texte d'ambiance. Et enfin, on a des conditions pour prendre des planètes. Bon, ben ça change quand on change de face. Hein, prendre les planètes, c'est plus de la même chose, et déclarer la guerre est beaucoup plus facile. Hein, donc vous allez voir comment ça marche, mais là, c'est quand on est sur cette phase-là, déclarer la guerre n'est pas très facile, et quand on est sur cette phase-là, c'est beaucoup plus facile. Alors, les bonus, je ne vais pas vous les décrire, il y en a 17, hein, je ne vais pas m'amuser à vous décrire les 17 bonus, mais en tout cas, il faut savoir qu'à chaque fois, on a des bonus comme ça, que je vous retourne, et qui sont même pas les mêmes, hein, donc en fonction de cette phase-là, ou de cette phase-là. Enfin, juste pour le départ, parce qu'on peut commencer sur une phase ou sur une autre. Donc, en tout cas, quand on change de phase, on va changer notre manière d'envahir les planètes, et on va changer notre manière de déclarer la guerre. Là, c'est pas simple, là, c'est beaucoup plus facile. Donc, quelqu'un qui passe sur cette phase-là, ça va tataner. Une chose, quand on change de phase, quel que soit le sens, vous repassez en paix avec tous les autres joueurs. C'est important de ne pas oublier. Donc ça, c'est changé. On commence toujours par là, c'est-à-dire que s'il y a des joueurs qui doivent faire ça, on fait ça tout de suite. Deuxième chose, l'ordre du tour. Alors vous avez pu choisir comme jeton carré les jetons ordre du tour. Et bien, soit vous montez dans l'ordre du tour, soit vous descendez de 1 dans l'ordre du tour. Alors c'est toujours pareil, on va commencer par regarder tous les joueurs qui veulent monter dans l'ordre du tour. Et on va prendre le joueur qui est le plus haut
dans l'ordre du tour actuel et qui veut monter, puis on résout comme ça en descendant dans l'ordre du tour. Hein. Mettons que joueur 2 et joueur 3 ont joué ce jeton-là pour monter, joueur 2 devient joueur 1, puis joueur 3 devient joueur 2, et donc vous avez bien compris, l'ancien joueur 1 est devenu joueur 3. C'est comme ça qu'on fait, et dans l'autre sens, pour ceux qui auraient joué des jetons pour baisser de niveau. Une fois qu'on a résolu ces jetons-là, on regarde ces jetons-là, et on va prendre celui qui est le plus bas et qui veut descendre, on le fait descendre, puis après on remonte un petit coup et puis on fait descendre tous ceux qui ont joué ça. Donc grâce à ça, on va pouvoir modifier l'ordre du tour à ce moment-là. Et dans le nouvel ordre du tour éventuel, parce qu'on n'a pas forcément joué ces jetons, on va donc jouer le deuxième jeton, le troisième jeton, quatrième, en fonction que l'on a joué. Alors il y a quoi? Vous avez d'abord la recherche, c'est très simple. Si vous avez joué la recherche, vous avez forcément joué un jeton carré techno, donc vous n'avez pas changé d'ordre du tour. Et si vous avez joué un jeton carré, j'ai joué ça, mettons, et ben ça veut dire que je monte de 1 en génétique, c'est-à-dire ici, voilà, je suis monté de 1 en génétique. Donc ça, c'est ce jeton-là, c'est assez simple. Ce jeton-là, ça, c'est prendre une planète. Alors, comment on fait pour prendre une planète? Eh bien, en fait, il faut que vous repreniez ça. C'est indiqué ici. Si vous êtes sur la face des gentils, une planète qui est inhabitée, il suffit d'avoir un vaisseau dans le même hexagone, et vous la prenez. Alors mettons, ça c'est pas inhabité, mais si je vais chercher une inhabitée, voilà, mettons que vous ayez envoyé votre vaisseau ici, ben, à cette phase-là, vous avez joué un jeton pour prendre une planète, vous retournez, regardez, c'est un inhabité, je l'enlève, et qu'est-ce que je fais? Ben, je mets une population que je prends donc sur mon plateau, que je viens mettre là, ça y est, j'ai colonisé cette planète. Ça c'est pour les inhabités. Pour les évoluer, donc celles qui sont comme ceci, ben, en fait, vous en faites des alliés, vous arrivez avec un vaisseau, vous dites salut, vous êtes sympa avec moi, pas de problème, tout ça se fait pacifiquement, hop, vous l'enlevez et vous mettez 3 jetons population dessus. Alors pourquoi 3? Parce que c'est écrit dessus et c'est une planète évoluée. Donc c'est 3 jetons population. Alors oui, quand on est en paix, c'est très très bien ces jetons-là. Il faut essayer d'aller choper les planètes évoluées parce que direct on commence comme ça. Alors vous me dites les planètes primitives comme ça, eh ben on n'y touche pas. Quand vous êtes gentil, les primitifs, vous les embêtez pas, vous les laissez chez eux. Hein, ouais. Alors quand on est gentil, les planètes primitives, c'est moins bien, on peut pas les prendre. Ici, c'est quoi? Eh bien, vous pouvez libérer une planète. Si vous êtes autour d'une planète qui appartient à un joueur qui est sur cette face-là, donc vous n'avez pas le droit de le faire à un joueur qui est gentil, qui est sur cette face-là, avec lequel vous êtes en guerre en plus. Ça commence à être compliqué. Hein. À ce moment-là, si vous avez plus de vaisseaux qu'il n'y a de population sur la planète, enfin autant ou plus, excusez-moi, si vous avez autant de vaisseaux autour ou plus qu'il y a de population sur la planète, à ce moment-là, vous la libérez. Donc vous remplacez les populations de l'autre joueur par les vôtres, donc ça peut être beaucoup, hein, mais bon, vous avez amené du coup beaucoup de vaisseaux, mais en plus, vous allez lui piquer une planète, une technologie, enfin piquer, vous allez lui copier, c'est plus juste une technologie. Alors ça, la règle est toujours la même, vous choisissez une technologie dans laquelle il est plus élevé que vous, et vous montez de 1 cran. Ça c'est bien. Et si votre planète Et si la planète est suffisamment peuplée, c'est pas une, mais c'est 2. Alors je sais plus, je crois que c'est à partir de 6 populations. Alors bon, peu importe, vous regarderez la règle, mais c'est à partir de 6 populations on monte comme ça dans 2 techs de l'adversaire. Alors je le répète, il faut que l'adversaire ait des techs plus élevés que notre niveau à nous pour pouvoir piquer les techs. Mais donc ça, c'est un peu plus compliqué parce que 1, il faut être en guerre, il faut que ce soit un méchant, en 2, et 3, il faut avoir plus de vaisseaux qu'il n'a de pop. Alors peut-être qu'il a blindé avec sa population. Alors il faut savoir que vous avez un jeton artefact comme ça, ah bah dites donc c'est celui-là, c'est le hasard, qui indique que ici, pour prendre cette planète-là, il faut 8 vaisseaux de plus. Donc vous additionnez le nombre de populations que le joueur aurait mis ici, plus 8, et c'est le nombre de vaisseaux qu'il faut que vous ayez pour arriver à la prendre. Donc ça, vous êtes assez tranquille quand vous avez pris cette planète-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on prend les planètes. Mais si vous êtes sur la face méchant, alors là, ça ne change rien. Une inhabité, vous mettez un vaisseau, vous mettez une population, c'est bon. Mais regardez, là, les primitives, vous pouvez y aller. Ben, vous êtes méchant, vous en foutez. Vous les subjuguez, vous envoyez un seul vaisseau, ça suffit. Ils sont en adoration de votre vaisseau et vous y mettez, comme indiqué sur le jeton, 2 populations. Donc oui, quand vous êtes méchant, les primitives, ça vous intéresse. Quand vous êtes gentil, c'est les évolués qui vous intéressent. Et enfin, vous pouvez attaquer, bien évidemment. Alors, vous attaquez qui? Ben, vous attaquez des joueurs avec qui vous êtes en guerre. Peu importe, vous pouvez les attaquer, on reste sur la même règle, c'est-à-dire il faut que vous ayez un vaisseau, alors je vous ai dit égal, c'est faux, hein. Vous voyez, il faut que vous ayez un vaisseau de plus que la population que vous visez, et là vous virez toutes les populations. Alors autant ici, vous voyez, vous remettez toutes les populations à vous, un autre joueur avec 4 populations, vous mettez 4 populations à la place, parce que vous êtes sympa, donc vous avez convaincu de les libérer. Là par contre, comme vous êtes méchant, vous avez dézingué, donc vous virez toutes les populations de l'autre, mais vous n'en mettez qu'une seule à vous.
Bah oui, vous commencez à vous installer. Donc, piquer une planète à un autre quand vous êtes méchant, c'est moins rentable, vous mettez qu'une seule population au lieu de plusieurs. La règle des technologies volées reste la même en fonction du nombre de populations que vous avez dégagées. Alors là, vous dites, mais pourquoi il y a ce symbole-là? Parce qu'en fait, pour prendre je vais y arriver, excusez-moi, une planète évoluée, vous pouvez quand vous êtes méchant. Vous pouvez, mais par contre, c'est comme si vous attaquiez un joueur. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez plus de vaisseaux que ce qui est indiqué là. Alors là, c'est toujours la même chose, c'est 3. Donc il faut, pour prendre une planète comme ça, quand vous êtes méchant, il vous faut 4 vaisseaux, systématiquement. Et à ce moment-là, vous ne rajoutez qu'une population. Pareil, vous les tuez. Donc vous ne remettez qu'une population à vous. Contrairement aux gentils, où là, il est ici, lui, il lui suffit qu'un seul vaisseau, il en met 3. Hein, parce qu'il il s'en est fait des alliés. Donc vous pouvez, mais c'est comme une attaque d'un autre joueur. C'est la même chose. Donc c'est comme ça que l'on prend les planètes, et vous comprenez bien que du coup, le type de population, que vous êtes, le profil que vous avez, est très important. Ensuite, les populations. Si vous voulez faire une croissance de population, c'est simple. Vous regardez toutes les planètes sur lesquelles vous avez déjà des populations, y compris la vôtre là, hein, celle-là. Et vous en rajoutez une. Comme ça là. Alors vous dites, bah super, bah c'est tout simple, hein, voilà, je reprends une, puis je reprends une, et pas tant que ça. Parce qu'il y a une limite de population par planète que vous ne pouvez pas dépasser. C'est quoi? C'est la distance, en zone, comme ça, d'une autre planète habitée. Attention, j'ai dit une autre, c'est-à-dire même si elle est habitée par un autre joueur, pas que les vôtres. Dans ce cadre-là, bon, là c'est habité avec lui. Là, il y a 3 planètes, 3 populations, parce que j'avais pris une planète comme ça, donc j'avais le droit de le mettre. Par contre, maintenant, en phase, si je décide de faire croître toutes mes planètes, celle-là, elle est à 1, 2, 3 de mon monde natal, donc je ne peux pas rajouter, parce que je suis déjà à bloc. C'est pour ça qu'au début de la partie, on essaie de s'éloigner, d'avoir des planètes loin les unes des autres, de façon à pouvoir faire monter leur population sans cette limite qui est la distance avec une planète déjà habitée. Mais quelqu'un peut venir vous embêter en prenant la planète juste à côté, parce que ça marche aussi, cette distance qui limite votre nombre de population avec les autres joueurs, comme je vous l'ai dit. Mais comment on fait? Alors on peut plus vraiment, on est coincé, là je suis coincé à 3, jamais plus je pourrais monter si. En fait, grâce à la génétique. Regardez, en génétique, quand vous montez, eh bien vous avez droit, en phase de croissance de population, à augmenter le nombre de jetons que vous posez. Là vous avez un jeton bonus, 2, 3, 4, 6 jetons bonus. Comment on les met ces jetons bonus en plus? Parce que comme je vous l'ai dit, quand vous faites une phase de croissance classique, c'est juste une pop, si vous avez le droit, selon la règle que je viens de vous dire, par planète que vous avez, et bien là, vous prenez tous les jetons qu'on vous donne en fonction de votre niveau de génétique, et vous allez pouvoir en poser un par planète, pas plus, mais là, la limite dont je viens de vous parler ne compte plus. Donc même cette planète-là, par exemple, si j'étais ici, et bien la population bonus que je peux placer en phase de croissance grâce à ma génétique, j'ai tout à fait le droit de la mettre là, même si je dépasse la limite, parce que c'est le bonus de la génétique. Ça, c'est augmenter ses populations. Augmenter ses populations, c'est fondamental. Plus vous les augmentez, plus vous allez voir dans un instant, vous produirez de vaisseaux, plus vous aurez de points de victoire en fin de partie. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Tac. Plus vous aurez de points de victoire en fin de partie, et plus votre planète sera difficile à prendre avec un agresseur, puisqu'il faudra qu'il ait plus de vaisseaux que votre nombre de pop. Donc cette croissance de pop est fondamentale. Produire des vaisseaux, comment ça marche? Eh bien, quand vous devez produire des vaisseaux, vous faites cette action-là, vous allez produire autant de vaisseaux qu'indiqué sur votre piste population. Si j'étais ici, j'ai placé plein, je peux construire 4 vaisseaux. Mais vous avez un bonus avec votre piste robotique ici. Vous voyez, là, si je suis arrivé jusqu'ici et que je suis comme ça, je vais pouvoir faire 4 et 5, 9 vaisseaux. Ce qui est tout à fait considérable. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez un vaisseau sur un champ d'astéroïdes, les champs d'astéroïdes, c'est ces icônes-là. Chaque vaisseau sur un champ d'astéroïdes vous rajoute un vaisseau. C'est quand même bien. Et tous ces vaisseaux, vous les mettez où? Ben, vous allez pouvoir les mettre sur une planète qui a au moins 4 populations. Donc en début de partie, ce sera forcément votre homeworld, hein, qui en a 6, les autres n'en ont pas. Mais dès que vous avez une planète avec 4 populations ou plus, vous pouvez y mettre votre vaisseau. En sachant qu'en remontant ici, donc vous produisez plus de vaisseaux, mais en plus, regardez, là, vous pouvez construire sur des planètes avec 3 populations ou plus, là, 2 populations ou plus, là, 1 population ou plus. Donc plus vous montez, plus vous pouvez aller construire vos vaisseaux où vous voulez. Alors c'est intéressant parce que généralement, on se dispatche comme ça, donc on va pouvoir construire un petit peu plus loin et pas uniquement sur notre monde de départ. Et au passage, regardez un bonus qu'il y a ici. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous vous souvenez les jetons carrés, là, vous en choisissez qu'un seul. Hein. Soit vous montez ici, soit vous avez choisi une tech parce que vous allez jouer votre jeton technologie. Bon, bah, quand vous arrivez ici, vous avez le droit de jouer 2 jetons carrés. Donc vous pouvez changer l'ordre du tour et monter une tech, ou bien monter 2 techs, si vous avez choisi ça, mais ça vous coûte 2 points de victoire. Ici c'est pareil, vous pouvez choisir 2 jetons carrés, et ça vous coûte aucun point de victoire. Voilà, et là on a fait donc cette phase de croissance, hein, on va choisir donc 2 jetons ou plus, je vais vous expliquer comment, et un carré. Là on peut d'abord on change les alignements, ensuite on change l'ordre du tour, puis après chaque joueur dans l'ordre du tour va résoudre tous ses jetons, tout simplement. Phase de commerce, comment c'est? Une fois qu'on a fait ça, on fait le commerce, c'est-à-dire que vous avez le droit
de sélectionner un joueur avec qui vous jouez, avec lequel vous êtes en contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez soit un de vos vaisseaux qui est autour d'une de ces planètes, soit un de vos vaisseaux qui est dans le même zone d'un de ces vaisseaux. Alors déjà, c'est limite, hein. Il n'y a qu'avec ces gens-là que vous pouvez le faire. Ensuite, il ne faut pas être en guerre avec lui, bien sûr, sinon vous n'avez pas le droit de faire de commerce, hein. Donc ça limite vraiment le nombre de joueurs. Et ensuite, vous pouvez le faire qu'une fois. Bon, une fois que vous avez rempli tous ces critères-là, vous regardez ce joueur-là, les technos là où il est plus haut que vous. Et vous dites, ben moi, cette techno est plus haut que moi, j'aimerais monter d'un cran. Et pour ça, si tu veux, tu regardes, moi, les technos où je suis plus haut que toi, et tu me dis laquelle tu veux monter d'un cran. Et si tous les deux on est d'accord, eh ben on le fait, chacun monte d'un cran. À sachant qu'il y a un peuple là, parce que on a joué avec, hein, tout simplement, qui, dans sa face méchante, oblige le commerce. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix, il dit je fais ça avec toi, on fait ça, ça. Et puis il fait avec n'importe qui. C'est son pouvoir. Mais qu'une seule fois par manche. Donc ça c'est bien, c'est équilibré en fait, et ça équilibre le jeu. Moi j'ai toujours un peu peur de cette situation-là, non, parce qu'en fait les possibilités sont très restreintes, hein. Il faut être plus haut en tech, il faut être en contact, il faut pas être en guerre, sauf l'autre avec son pouvoir. Bon, c'est très restreint et on le fait qu'une fois par manche, hein. Donc ça équilibre juste comme il faut, donc c'est bien. Et comme je vous disais, ensuite on va scorer ça. Alors en l'occurrence, regardez, là c'est quoi? Ça veut dire que tous les joueurs qui sont sur la face gentille, là ils marquent un point. Là, tous les joueurs qui ont colonisé une planète à cette manche marquent un point par planète colonisée. Alors évidemment, ça c'est des trucs qu'on fait en début de partie en règle générale, donc c'est bien foutu. Dans cette phase-là, tout joueur sur la face méchante gagne un point. Alors il faut savoir que moi, sur toute cette phase-là, je suis pas passé en méchant. Je suis resté gentil. Je suis resté gentil toute la partie. Et j'avais les petits gris là, parce que les petits gris, ils ont des super pouvoirs. Ils montent en techno de façon hyper puissante quand ils sont gentils. Là, ils montent aussi en techno, mais c'est moins facile. Donc je suis resté. C'est pas obligatoire. Hein, tant pis, vous abandonnez ce point-là, mais c'est pas obligatoire. Mais là, c'est un point si vous êtes méchant, un point si vous êtes en guerre avec quelqu'un à la fin de la manche, un point si vous avez bloqué quelqu'un, mais ça j'y viens juste à la fin, vous allez voir le blocage, c'est un truc un peu particulier, je le garde pour la fin. Par contre, moins de points si vous avez fui un combat. Ok, vous avez compris que cette plaquette-là, elle est un peu sur la castagne. Et à la fin, bah, un point si vous êtes gentil, et 3 points pour chaque niveau technologique où vous êtes celui qui est le plus haut. Et si on a 2 qui sont au même niveau, bah, tous les 2 marquent 3 points. Donc c'est pour ça que moi, mes petits gris qui me permettaient de vachement bien monter en tech, et ben pour ça, ça a été super beau en fin de partie. C'est pour ça que je peux gagner. Alors, on n'a pas fait la toute dernière manche. C'était trop tard, donc il nous a manqué juste la dernière manche. Mais j'étais bien parti pour gagner, en fait, surtout grâce à ça. Parce que j'étais kiff-kiff avec un autre joueur. Il y a une joueuse qui, malheureusement, s'est fait un petit peu agresser. Elle n'a pas fait gaffe, et tant pis. Mais donc, on était kiff-kiff. Mais grâce à ça, à mon avis, j'aurais gagné parce que j'étais très tech sur ma partie. Donc ça, c'est les points qu'on marque donc en fin de manche. Et puisque je suis au point de victoire, n'oubliez pas qu'on a aussi cette carte-là qu'on essaye de faire, hein. Donc voilà, là par exemple, il faut avoir le niveau 6 sur une technologie et le niveau 5 au moins sur une autre, par exemple. Là, on marque autant de points de victoire que la technologie où on est le plus haut, 5 par exemple. On marque toujours moins de points de victoire qu'ici. Et si vous faites ça, vous avez 11 points de victoire. Alors il faut savoir, donc on prend une carte. En cours de partie, si vous réalisez un de ces deux choses-là, vous pouvez dire, hop, je vous la posez là, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé l'objectif. Si vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous pouvez le faire quand la partie est terminée. À la fin de la partie, vous pouvez les jouer. Si vous le faites, à ce moment-là, immédiatement, vous en piochez une deuxième. Donc celle-là est faite. Et maintenant, vous avez soit A, soit B. Si vous avez fait cet objectif-là, vous êtes obligé de faire celui du bas pour la deuxième carte. Si vous avez fait celui du bas, eh ben vous avez le choix entre celui du haut et celui du bas pour la suivante. Donc ça, vous le faites dès que vous l'avez joué. Donc c'est plutôt intéressant de vite finir ça pour au plus tôt découvrir la carte qu'on va avoir comme objectif. Bien sûr. En sachant que quand on arrive ici en début de phase 2, on a le droit d'échanger la carte que l'on a là, la remettre dessous pour en prendre une nouvelle à la place. Quand vous arrivez ici, vous avez le droit, si vous n'avez toujours pas joué votre toute première carte que vous aviez de la partie, de prendre la deuxième. Vous avez le droit. Ou alors, j'ai bien dit, ou alors, hein, si vous en avez une, de glisser dessous et d'en prendre une autre à la place. Ça, c'est les objectifs. Alors, moi, c'est juste une chose là où j'ai un petit bémol, c'est que ces objectifs qui peuvent survenir en cours de partie, c'est toujours pour moi une mauvaise idée, parce que, en fin de compte, vous pouvez tomber sur un objectif où, oh bonheur, vous avez eu la chance d'avoir fait quelque chose qui va dans le sens de l'objectif, et bah super, vous l'avez pris au hasard, et bah bim, vous allez facilement faire des points, ou au contraire, tirer des objectifs où au final, bah, ce que vous avez fait, ça va pas trop dans le sens, manque de bol, et donc vous ferez pas les points. Donc ce hasard sur les objectifs, ça pour moi c'est la chose qui me pose problème dans le jeu, parce que bah, au final c'est tous ces jeux où vous tirez des objectifs en cours de partie, c'est mal foutu parce que bah, le hasard joue sur les points que vous allez faire. Il faut, comme dans Legacies, trouver des systèmes pour casser ce petit bug. Donc là, bon, en fait, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Moi j'ai joué normalement hein, dans la partie pour tester le jeu en normal, il se trouve que la situation s'est pas posée. Au final, sur les cartes qu'on a tirées, cette gêne de tiens, j'ai eu de la chance, je me suis bien préparé à la carte inconnue qui allait venir, ou l'inverse. C'est pas posé, mais ça peut se poser.
Parce qu'on a vu une carte qui a tiré un autre joueur, bon, que le rangé moyen, si je l'avais eu, waouh, ça m'arrangeait énormément en fonction de ce que j'avais fait. Donc encore une fois, moi, franchement, je pense que le mieux, ce sera soit de faire un draft, mais du coup, on voit les objectifs des autres, donc ça, c'est un petit peu moins bien, soit de faire le truc au début où on tire 5 cartes, vous savez, puis on en choisit une, ben, peut-être on tire 5 cartes, on en choisit 2. Et comme ça, on a 2 cartes dès le début de la partie, et on n'en tire pas au cours de partie. Si je refais une partie, je ferai ça, hein, pour éviter le tirage en plein milieu. Je garde le fait de pouvoir en changer une si on veut en cours de partie, bon là, c'est votre choix, mais par contre, de pouvoir en choisir 2 parmi 5, dès le début de la partie, ça me paraît bien. Alors, une notion très importante que je garde pour la fin, elle est un peu complexe à comprendre, mais c'est très important. Si vous êtes en guerre avec un joueur, j'ai bien dit en guerre, et que vous avez un vaisseau autour d'une de ces planètes que vous n'avez pas pris, vous bloquez pour ce joueur tout ce qu'il pourrait faire avec cette planète. Vous bloquez tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a des populations dessus, et qu'il veut fabriquer des vaisseaux à ce tour-là, ces populations ne comptent plus pour le nombre ici. Donc si joueur bleu, par exemple, avait un ennemi avec qui il était en guerre, autour d'une de ces planètes, sur lequel, mettons, il est 3 populations, quand il construit ces vaisseaux, il ne considère plus qu'il est ici, mais il considère qu'il est 3 en dessous, donc il ne construit plus 4 vaisseaux, mais plus que 3. De même, il ne peut pas faire croître cette population. C'est pas possible. Parce que cette planète, il y a quelqu'un autour. De même, il ne peut pas utiliser les sauts, vous savez, d'une planète à une autre qu'on possède. Si vous montez bien en techno, c'est la porte de la Stargate, là. Bah, si vous avez un joueur qui est ennemi en guerre, qui est sur une planète, vous ne pouvez plus utiliser le saut à partir de cette planète. Si vous avez un vaisseau ennemi qui est sur un trou de verre, alors vous pouvez y arriver, mais vous êtes tanké, vous êtes bloqué. Il vous bloque à la sortie du trou de verre. Donc il vous bloque à la sortie du trou de verre, il bloque tout ce que vous apporte une planète tant qu'il est autour. Donc dans la règle, il décrit exactement tout ce qui est bloqué. Mais si vous retenez ça, dès que vous faites un truc, si en fait, grâce à une planète, vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas si vous avez un autre joueur autour. Alors ça, c'est important parce que dans les critères pour déclarer la guerre, vous avez ça, c'est-à-dire que vous voyez, alors eux non, ils peuvent pas déclarer la guerre, mais souvent les gentils, c'est vous pouvez déclarer la guerre uniquement pour bloquer un joueur si il veut prendre une planète par subjugation ou par conquête, c'est-à-dire de façon agressive, si lui est agressif. Donc en fait, vous pouvez à partir de là, c'est-à-dire que quand on est en phase de croissance, que c'est là où on prend les planètes, qu'un joueur en face de vous, vous êtes sur cette face-là, dit bon, ben je suis arrivé sur cette planète-là, je la prends par la force ou je la prends par subjugation, vous savez que je vous ai expliqué. Hop, c'est ici, c'est-à-dire subjuguer des peuples primitifs. Et bien vous pouvez dire, parce que c'est possible, non, j'ai un vaisseau ici avec toi, je te déclare la guerre pour t'empêcher de le faire. C'est le seul moyen de déclarer la guerre, de protéger une population innocente, en fait, quand vous êtes gentil. Par contre, quand vous êtes méchant, vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez déclarer la guerre à n'importe qui pendant vos mouvements, ou alors pour le bloquer quand il veut conquérir quoi que ce soit. Alors vous me dites, ah c'est rude, alors moi j'ai prévu de prendre une planète, et puis n'importe qui peut me dire au moment où je veux la prendre parce qu'il est avec moi, non je te déclare la guerre, tu le fais pas. Oui mais vous le savez, hein. Donc quand on est plusieurs autour d'une planète, ça paraît assez logique, c'est pas terrible. C'est pas une surprise. Donc ça, ce système de blocage, il faut bien l'avoir en tête, hein, pour comprendre que les gens en guerre avec nous peuvent nous bloquer dès qu'on veut utiliser une planète ou passer ici ou utiliser des Stargate, et puis qui peut nous déclencher une guerre là, justement pour nous empêcher de prendre une planète si on est ensemble. Quel que soit le nombre de vaisseaux, il n'y a pas de combat, c'est juste je te bloque. Donc comprenez bien le système de blocage. Voilà, et on continue, et comme je vous ai dit, à la fin de la partie, on va regarder différentes choses. On va regarder ici, là par exemple, c'est 10 points de victoire si vous avez pris 2 planètes dans un hexagone. Donc vous essayez de prendre 2 planètes dans chaque hexagone. Alors ici c'est jouable. Allez les prendre chez les autres, ça devient tout de suite plus compliqué, mais c'est bien là où va se faire la différence, et ces 10 points de victoire, c'est considérable. Ensuite, comme je vous ai dit, on va regarder dans chaque hexagone, enfin c'est pas les hexagones, si c'est les hexagones, les grandes tuiles, quel est le joueur qui a le plus de vaisseaux présents, il gagne 4 points de victoire, les égalités gagnent tous les deux 4 points de victoire, et puis évidemment les points ici de votre piste population. Après, je vous ai pas décrit tous les bonus, alors ça me fait penser qu'il y a, voilà, je vous ai pas montré cet hexagone là, vous voyez, ça c'est les étoiles à neutrons, et en fait personne ne peut y rentrer dans ces cases-là, on peut pas y aller, hein, dans les étoiles à neutrons, sauf si vous avez la technologie qui va bien, et je ne sais plus laquelle c'est, donc bon. C'est pas grave. Alors juste rapidement, ici les petits bonus que vous avez. Alors ici, vous allez pouvoir prendre des jetons tactiques. Alors les jetons tactiques, c'est quoi? Vous en avez au total, vous pouvez en prendre 5, pardon. Hein, une par flotte, parce qu'en fait les jetons tactiques, c'est ça. Quand vous gagnez un jeton tactique, vous choisissez soit cette face-là, soit cette face-là, et vous le posez sur une flotte. Alors si vous le posez sur la face, excusez-moi, hop, comme ceci, ça veut dire qu'à chaque fois que vous gagnez maintenant un combat avec cette flotte, vous gagnez 3 points de victoire.
Si vous le posez sur cette face, eh ben, vous doublez le pouvoir de la flotte. Ici, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, autant vous le dire tout de suite, ici, quand vous faites un assaut avec la flotte A, vous gagnez 1 de puissance par vaisseau. Donc en gros, c'est comme si vous étiez un niveau au-dessus. Donc là, vous gagnez 2 du coup, si vous mettez ça. Ici, quand vous devez prendre une planète, vous avez besoin de moitié moins de vaisseaux. Donc je vous ai dit, si vous avez une planète, mettons, avec 5 populations, normalement il vous faut 6 vaisseaux pour pouvoir la prendre. Bah, si c'est une flotte B, il vous faut plus que 3 vaisseaux. Et si vous avez mis le jeton ici, bah, il vous en faut plus que 2. Enfin, ça divise encore. Hein. Ici, c'est la contre-attaque. Si vous faites attaquer par une flotte A et que vous avez la flotte C, vous pouvez vous augmenter de plus 2 la puissance de chacun de vos vaisseaux. Donc c'est comme si vous étiez 2 de plus ici, de plus 2 multiplié par le nombre de vaisseaux, en sachant qu'ici, bah, c'est plus 4, hein, c'est x2. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est le déplacement. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais simplement, vos vaisseaux peuvent se déplacer d'un cran de plus. Bah, si vous mettez ce jeton-là, bah, ils peuvent se déplacer de 2 crans de plus. Ici, vous savez, celui qui peut s'échapper facilement, il s'en fout de savoir, en fonction des niveaux technologiques, s'il a le droit ou pas. Bah, si vous avez mis un jeton ici de bonus, il s'échappe, mais en plus il regarde quand même la flotte de celui qui l'a agressé. Alors que normalement il s'échappe sans regarder la flotte. Donc ça, ce sont ces jetons-là dont je vous avais pas parlé. Après, c'est assez simple. Là, vous pouvez faire des commerces. Quand vous faites le commerce, vous n'êtes pas obligé d'être en contact pour arriver à le faire. Ici, on ne peut plus vous bloquer. Le système de blocage que je vous ai expliqué, ben, quand vous êtes là, c'est fini. Plus personne ne vous bloque. Donc, quelqu'un autour d'une nouvelle planète, vous en foutez. À partir de là. Et là, lorsque vous perdez des populations, ils ont une ascendance. C'est-à-dire qu'ils ne retournent pas sur votre plateau. Alors, c'est quand même super important parce que c'est les points de victoire, le nombre de vaisseaux que vous faites. Donc, le fait de perdre des populations, de ne pas les ramener là, c'est très important. Donc ça, c'est ici. Ici, je vous ai expliqué, c'est pour téléporter des populations et pour pouvoir téléporter vos vaisseaux. Ici, je vous ai tout expliqué. Là aussi, sur la croissance, les bonus, je vous ai dit en cours d'explication. Alors, il faut savoir ici que vous avez des bonus particuliers. À chaque fois que vous montez d'une techno alors que vous êtes à bloc, vous gagnez ce bonus-là. Alors là, bon, je vous les redécris pas parce que c'est un petit peu rébarbatif là, de vous réexpliquer chaque. Vous regarderez sur la règle, mais sachez quand vous arriverez à un maximum et que vous le dépassez, vous avez des bonus encore supplémentaires. Alors, sachez que les aides de jeu sont bien faites. Hein. Vous voyez là, il vous rappelle un petit peu comment coloniser. Là, il vous rappelle tous les jetons en plus, là, les bonus que vous pouvez trouver sur les différentes planètes, à quoi ça correspond. Ici, en fonction du nombre de planètes, vous voyez, vous pouvez utiliser, à partir du moment où vous avez 3 ou plus sur une population, vous pouvez utiliser le Stargate. J'ai oublié de vous le dire, je crois, tout à l'heure, je sais plus, qu'il y avait un nombre de populations minimum. Là, c'est pour placer les nouvelles unités, il faut au moins 4 populations. 5 populations vous autorisent à faire des actions en plus, mais ça vous coûte 3 points de victoire, sauf si vous avez monté en technologie. Et si vous avez 6 ou plus, voilà, je le retrouve, un joueur qui vous prend une planète, qui vous avez 6 ou plus, va vous pouvoir augmenter à 2 technologies. Ça me fait penser juste à une chose que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est qu'on a tous cette tuile là, en fait, ça c'est quoi? Eh bien, si vous avez à un moment, vous devez évacuer votre monde natal parce que quelqu'un vous l'a pris, on peut vous le prendre. Alors, vous déplacez du coup votre monde natal sur une autre planète que vous possédez, celle où vous avez le plus de population. Vous déplacez là. Ou bien, si à un moment vous avez 2 planètes de moins que tous les autres joueurs, vous avez une réserve d'urgence, vous pouvez placer 6 vaisseaux. Donc sur les mondes qui, pas n'importe quel monde hein, comme d'habitude, mais ça c'est juste pour pas vous faire larguer. Vous voyez le jeu est quand même bien équilibré, hein, c'est bien foutu. Le commerce est bien fait en final, c'est juste pour équilibrer. Ça c'est pour équilibrer, pour éviter de trop se faire larguer. Alors après c'est un 4X, hein, c'est un jeu d'affrontement. Il y en a de l'affrontement, donc vous allez vous faire tataner de temps en temps. Donc faut pas être pleureuse, hein, sinon vous jouez pas à ces jeux-là. Et il faut être quand même anticipé. Vous voyez le jeu est pas mal fait parce qu'au final on anticipe bien. Alors après moi ça m'a pas déclenché une passion folle ce jeu parce que je pense que je suis pas trop dans les jeux d'affrontement. Je réalise que les 4X même des 4X que j'aime bien comme Eclipse, j'aime vraiment bien, mais quand j'ai fini de jouer, je me dis ah c'est quand même pas mes jeux préférés. Moi je préfère les Eurogames où je construis quelque chose. Alors il y a une bémol à ça, j'aime les wargames maintenant, les wargames que je découvre. Alors je suis en train de vous dire, j'aime pas les jeux d'affrontement, mais j'aime bien les wargames. J'ai l'impression de vous dire, j'aime pas les fromages, mais j'aime le Roquefort. Ça fait pas trop de sens, c'est paradoxal, mais c'est pourtant la vérité. Donc c'est pour ça que moi ce jeu m'a pas fait de waouh du tout, je suis pas fou de ce jeu parce que c'est un goût personnel. Après, vous voyez, il apporte pas vraiment de nouvelles mécaniques. Hein, c'est que des mécaniques connues dans ce genre de 4X, il n'y a pas de nouveauté, cherchez pas, c'est pas le 4X qui apporte le truc nouveau, la révolution, pas du tout, c'est du classique, mais ça marche très bien, et il y a des petits trucs qui sont bien équilibrés, des bonnes surprises, le combat sans aucun hasard, les flottes sont cachées, certes, mais vous pouvez tout à fait, si vous montez bien ici, voir les flottes des autres, tout est
pas mal équilibré. Je trouve donc que l'auteur a bien construit son jeu, il n'y a pas de doute. C'est un Kickstarter qui n'a pas eu un gros succès, je pense qu'il aurait pu en avoir plus, parce que les amateurs de 4X, les gens qui aiment ça, franchement je vous le conseille, parce que je suis sûr que vous serez très content d'avoir ce 4X parmi vos autres 4X dans votre ludothèque. Pour ceux qui ne sont pas fans de 4X, comme il n'y a pas de mécanique très innovante, qui font dire « Waouh, j'avais jamais joué comme ça », bah, c'est peut-être pas la peine, vous verrez, vous avez vu, je vous ai expliqué. Mais si je l'ai mis sous la caméra, c'est évidemment que le jeu fonctionne bien. Voilà, donc à chacun de voir ses goûts et ses envies. C'était Galactic Era, une vidéo très longue, mais c'était obligé avec ce jeu qui est un peu long à expliquer, ça c'est sûr. Vous verrez si ça vous plaît, tentez ou pas, je vous laisse voir. Je sais que l'auteur a encore pas mal de boîtes. Philibert était sold out au moment où je fais cette vidéo. Bon, enfin, Philibert peut tout à fait commander des boîtes à l'auteur, il y en a encore. Donc il suffit de demander à Philibert de le faire. Alors je dis Philibert parce que c'est ce genre de jeu d'import, je sais pas trop où on peut l'avoir ailleurs. Après, il n'y a pas beaucoup de vendeurs de jeux qui vont vendre surtout des jeux qui sont tout en anglais. Voilà. Bon jeu!